Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va traiter un exercice classique d'algèbre linéaire. Alors l'exercice est le suivant. Soit un cas espace vectoriel de dimension finie, n supérieur ou égal à 1 avec un corps infini et p un entier naturel non nul, v1, v2 jusqu'à vp, une famille de sous-espaces stricts de E, montrant que la réunion des vi est inclue strictement dans E. Alors, en autres termes, on peut traduire cet exercice comme suit. E ne peut jamais s'écrire comme une réunion finie de ces sous-espaces stricts. Alors, pour répondre à cette question, on va procéder par absurde et supposer que la réunion des VI de i égale à 1 jusqu'à P est égale à E. Donc, procédons par absurde. Supposons que, supposons que la réunion des VI de i est égale à 1 jusqu'à P est égale à E. Alors la première chose qu'on peut remarquer, que si l'un des VI est inclus dans la réunion des autres, alors on n'a pas intérêt à le garder. E devient égal à la réunion qui contient ce VI-là. Et pour bien élucider ce que j'ai dit, si par exemple, on va prendre un exemple. Si VP est inclus dans la réunion de i égale à 1 jusqu'à P-1 des VI. Alors, E devient égal à la réunion, de i égale à 1 jusqu'à P-1 des VI union VP. Et puisque VP est inclus dans cette réunion-là, alors E devient égal à la réunion de i égale à 1 jusqu'à P-1 des VI. Et donc, pour éviter que l'un des VI soit inclus dans la réunion des autres, alors on va agir sur un sous-ensemble, une sous-famille en fait de la famille V1, V2 jusqu'à VP de cardinal minimal pour éviter que l'un des VI soit inclus dans la réunion des autres. Et donc on va agir subtilement et considérer l'entier H qui est le minimum des cas appartenant à 1 jusqu'à P, l'ensemble des entiers 1 jusqu'à P, tel qu'il existe un sous-ensemble, bien sûr, qui dépend de K, donc IK, inclus dans l'ensemble des entiers 1 jusqu'à P, tel que le cardinal, euh, de IK, le cardinal de IK est égal à K. Et la réunion, lorsque I décrit IK, des VI est égal à E. Alors bien sûr, cet ensemble est non vide. C'est une partie finie de n qui est bien sûr non vide, donc il admet un minimum. Et donc, j'ai noté h ce minimum. Donc pour ce h-là, il existe un sous-ensemble IH, bien sûr, par définition inclus dans 1 jusqu'à P, tel que le cardinal de IH, est égal à H est la réunion des VI lorsque I décrit IH est égal à E. Alors, puisque cet ensemble IH là est de cardinal H, alors quitte à réindexer les VI, on peut bien supposer que l'ensemble IH est l'ensemble des entiers 1 jusqu'à H. Quitte à réindexer les VI, on peut bien assumer que IH est égal à l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à H. Et donc, E devient égal à la réunion de I égale à 1 jusqu'à H des VI. On va maintenant s'assurer que VH n'est pas inclus dans la réunion des VI lorsque I décrit l'ensemble des entiers 1 jusqu'à H-1. Si VH, par exemple,
si VH est inclus dans la réunion de I égale à 1 jusqu'à H-1 de VI, alors E devient égal à la réunion de I égale à 1 jusqu'à H-1 de VI, ce qui contredit la minimalité de H. Et donc, on ne peut pas avoir VH inclus dans la réunion des VI de I égale à 1 jusqu'à H-1. Et donc, VH n'est pas inclus dans la réunion de I égale à 1 jusqu'à H-1 de VI. Et bien sûr, on ne peut pas avoir cette réunion-là inclus dans VH, car on ne peut pas avoir la réunion des VI de I égale à 1 jusqu'à H-1 inclus dans VH, car sinon E devient égal à la réunion des VI de I égale à 1 jusqu'à H-1 union VH. Et puisque cet ensemble-là est inclus dans VH, alors E devient égal à VH. Ce qui contredit le fait que VH est un sous-espace strict de E. Et donc, on ne peut pas avoir la réunion des VI inclus dans VH. Et donc, cette réunion-là n'est pas inclue dans VH. De I égale à 1 jusqu'à H-1, bien sûr. Et donc, on va choisir maintenant un élément X qui appartient à VH. Donc, soit X un élément appartenant à VH et qui n'appartient pas à la réunion des VI de I égale à 1 jusqu'à H-1. Et Y un élément de la réunion des VI de I égale à 1 jusqu'à H-1 et qui n'appartient pas à VH. Alors, si on prend lambda appartenant à K, alors Y plus lambda X n'appartient pas à VH, car sinon, c'est-à-dire si Y plus lambda X appartenant à VH, alors puisque on a X appartenant à VH, alors lambda X appartenant à VH est la structure d'un sous-espace vectoriel. Et donc, la différence de ces deux éléments appartenant à VH. Et la différence de ces deux éléments est bien Y. Donc, Y appartenant à VH. Or, par définition et par choix, ce qui contredit le choix de Y, car Y n'est pas pris dans VH. Et donc, on ne peut pas avoir Y plus lambda X appartenant à VH. Ainsi, Y plus lambda X n'appartient pas à VH. Et donc, puisque E est égal à la réunion des VI de I égale à 1 jusqu'à H, et Y plus lambda X appartenant à E, qui est bien cette réunion de I égale à 1 jusqu'à H, alors Y plus lambda X appartient à la réunion de I égale à 1 jusqu'à H-1 de VI. Et donc, il existe un indice I lambda appartenant à 1 jusqu'à H-1 tel que Y plus lambda X appartenant à VI lambda. Maintenant, on va considérer l'application phi qui va du corps K vers l'ensemble des entiers 1 jusqu'à H-1 et qui à chaque lambda associe I lambda. On va montrer que cette application est bien injective. Car si lambda est mu appartenant à K tel que phi lambda est égal à phi mu, alors I lambda est égal à I mu. Et donc, Y plus lambda X appartenant à VI lambda
et y plus mu x appartenant à vi mu, qui est bien vi lambda. Qui est bien vi lambda. Et donc la différence de ces deux éléments appartenant à vi lambda. Il est muni d'une structure d'espace vectoriel. Donc lambda moins mu x appartenant à vi lambda. Or, si cet élément est non nul, alors x va appartenir à vi lambda, ce qui est absurde, car vi lambda est inclus dans la réunion de i égale à 1 jusqu'à h-1 des vi. Et x est par choix choisi dans est déjà choisi dans VH et n'est pas dans la réunion des VI, de i égale à 1 jusqu'à h-1. Et donc, on ne peut pas avoir ce scalaire-là non nul, car sinon, x va être dans la réunion de i égale à 1 jusqu'à h-1 des VI. Et donc, on a forcément lambda égale à mu. Donc, phi est injective. Phi est injective. Or, phi a un ensemble de départ infini et un ensemble d'arrivée qui est fini et elle est injective, ce qui est absurde, car on ne peut pas avoir une application injective qui va d'un ensemble infini vers un ensemble fini. Car si le cardinal d'ensemble, si on a une application injective, alors le cardinal d'un ensemble de l'ensemble de départ est inférieur au cardinal de l'ensemble d'arrivée. Bien sûr, je parle de cardinal sous réserve d'existence et on ne peut pas avoir une injection d'un ensemble infini vers un ensemble fini. Car par le principe de tiroir, on peut bien choisir deux éléments qui ont la même image. Et donc, on ne peut pas avoir cette application injective, ce qui est absurde. Et donc, dès le départ, on ne peut pas avoir la réunion des VI de i égale à 1 jusqu'à p égale à e. Et donc, cette réunion est inclue strictement dans e, ce qui est bien notre résultat. Alors passons à une application intéressante de ce résultat. Soit E un cas espace vectoriel de dimension finie n supérieur ou égal à 1 et K un corps infini. Et U un endomorphisme de L de E. On dit que U est cyclique s'il existe un élément X appartenant à E, tel que la famille X, U appliqué à X jusqu'à U à la puissance n-1 appliqué à X forme une base de E. Montrons que si U admet un nombre fini de sous-espaces stables, alors U est cyclique. Pour répondre à cette question, l'idée est d'écrire E comme une réunion finie de ces sous-espaces et de conclure enfin que l'un de ces sous-espaces est égal à E, car E, d'après le résultat qu'on vient de démontrer, ne peut jamais s'écrire comme une réunion finie de ces sous-espaces stricts. Et donc, on peut écrire, comment peut-on écrire E puisqu'il nous demande de choisir un X appartenant à E, tel que la famille X, U appliqué à X jusqu'à U à la puissance n-1 appliqué à X forme une base de E, alors il serait judicieux de considérer les sous-espaces engendrés par de telles familles. Donc, si X appartenant à E, on note SX le vecte de U à la puissance K appliqué à X lorsque K décrit N. Alors on a bien Sx, bien sûr on peut facilement démontrer que Sx est l'ensemble des polynômes appliqués à U appliqué à X. C'est bien l'ensemble des polynômes appliqués à U appliqués à X. C'est facile à démontrer. Donc comment écrire E comme une réunion finie de ces Sx? Alors abstraction faite de cette réunion, s'il est fini ou pas. Alors E s'écrit comme la réunion des Sx lorsque X décrit E.
Bien sûr, E n'est pas fini. Et donc, cette réunion n'est pas finie. Mais on peut bien remarquer quelque chose. Les SX sont bien des sous-espaces stables par E. C'est des sous-espaces stables par E. Car eh ben, j'ai oublié de démontrer que E est égal à cette réunion-là. C'est facile car si un élément Y appartenant à E, alors Y appartenant bien à SY. Et donc Y appartenant bien à la réunion des SX lorsque X décrit E. Et donc E est égal à la réunion des SX lorsque X appartenant à E. On a montré bien sûr que E est inclus dans cette réunion-là. Mais évidemment, cette réunion-là est inclue dans E. Et donc, on a bien l'égalité. Je disais qu'on peut bien voir que SX est un sous-espace vectoriel de E stable par E pour n'importe quel X. Car si on fixe X au départ, je l'ai déjà fixé, alors si P appartenant à KX, alors U appliqué à l'élément P appliqué à U appliqué à X devient U rond P appliqué à U appliqué à X. Et donc ça devient X fois P appliqué à U appliqué à X. Et donc cet élément appartient bien à Sx. Et donc Sx est bien un sous-espace de E stable par U. Et donc U de S de X est inclus dans Sx. Ainsi Sx est bien un sous-espace vectoriel stable par E pour n'importe quel X. Et donc l'ensemble Sx lorsque X décrit E est fini car il fait partie de l'ensemble des sous-espaces stables par U. Et l'ensemble des sous-espaces stables par U est fini. Et donc, l'ensemble des Sx lorsque X décrit E est fini. Donc cet ensemble est fini. Bien sûr, je parle de cardinal. Est fini. Ainsi, je peux, par exemple, l'écrire sous la forme Sx, lorsque X décrit E, je peux l'écrire sous la forme Sx1 jusqu'à Sxp. Et notre réunion devient E est égal à la réunion de I est égal à 1 jusqu'à P des Sxi. Ainsi, puisque on est arrivé à écrire E comme une réunion de ces sous-espaces. Et donc, au moins, l'un de ces sous-espaces Sxi est égal à E. Car sinon, on aura une contradiction avec le résultat qu'on vient de démontrer, à savoir E ne peut jamais s'écrire comme une réunion finie de ces sous-espaces stricts. Donc, si tous ces sous-espaces sont stricts, alors E devient égal à une réunion finie de ces sous-espaces stricts, ce qui est absurde. Donc, il existe un indice G appartenant à 1 jusqu'à P, tel que Sxg est égal à E. Et donc, maintenant, il suffit de montrer que la famille Xg jusqu'à U appliqué à Xg jusqu'à U à la puissance n-1 appliqué à Xg forme une base de E. Donc je disais qu'il faut montrer que la famille Xg jusqu'à U à la puissance n-1 appliquée à Xg forme une base de E. Donc si je note maintenant D, le degré du polynôme minimal ponctuel en Xg, alors je vais montrer que la famille Xg jusqu'à U à la puissance n-1, U à la puissance d-1, pardon, U à la puissance d-1 appliqué à Xg forme bien est libre. Est libre et génératrice de Sxg. Donc, je vais montrer que cette famille-là est bien
une base de SXG. Commençons premièrement par montrer qu'elle est libre. Donc, si je prends des scalaires lambda 0 jusqu'à lambda d-1, lambda d-1 appartenant à k à la puissance d, tel que la somme des lambda I fois U à la puissance I appliquée à xg est égal à 0. De I est égal à 0 jusqu'à d-1. Alors, on n'aura que l'endomorphisme, la somme des lambda I fois U à la puissance I de I est égal à 0 jusqu'à d-1, le tout appliqué à xg est égal à 0. Et donc, le polynôme minimal ponctuel en xg divise la somme de I est égal à 0 jusqu'à d-1 de lambda I fois x à la puissance I, car l'ensemble I des polynômes P appartenant à Kx tel que Pu appliqué à x est égal à 0 est bien un idéal engendré par l'unique polynôme unitaire qui est PUXG. C'est bien un idéal, on peut facilement le démontrer. Je vais démontrer ce résultat dans une autre vidéo. Et donc c'est un idéal, puisque c'est un idéal d'un anneau principal qui, à savoir Kx, alors elle est également principale. Et donc il est engendré par un unique élément unitaire, à savoir le polynôme minimal ponctuel en xg. Et donc on a montré que le polynôme minimal ponctuel en xg qui est de degré d divise la somme des lambda I fois x à la puissance I de I est égal à 0 jusqu'à d-1. Ce polynôme-là est au plus de degré d-1 et donc elle est forcément nulle. Ainsi, la somme des lambda I fois x à la puissance I est égal à 0, de I est égal à 0 jusqu'à d-1. Et donc, les lambda I sont nuls, quel que soit I appartenant à 0 jusqu'à d-1. Et donc, on est arrivé à montrer que la famille XG, donc je disais qu'on a montré que la famille XG jusqu'à U à la puissance d-1 appliquée à XG est bien une famille libre de SXG. Il suffit maintenant de montrer qu'elle est génératrice de SXG. Donc, si on prend si par exemple P appartenant à Kx, alors on est demandé de montrer que P appliqué à U appliqué à xg appartient au vecteur de la famille xg jusqu'à U à la puissance d-1 appliqué à xg. Or, si on effectue la division euclidienne de P par le polynôme minimal ponctuel en xg, alors il existe un couple de polynômes QR appartenant à Kx au carré tel que le degré de R est inférieur strictement à D. Et P est égal à Q fois le polynôme minimal ponctuel en xg plus R. Et donc, si on applique cette égalité à U, puis on l'applique à X, on trouve P appliqué à U appliqué à X est égal à Q appliqué à U rond PU XG appliqué à U appliqué à X plus R appliqué à U appliqué à X. XG, pardon. Et donc, puisque QU appliqué à l'élément, le polynôme minimal ponctuel PUXG appliqué à U appliqué à XG, cet élément-là est bien nul par définition. Plus R appliqué à U appliqué à XG. Puisque cet élément est nul, alors tout cet élément est nul. Et donc, P appliqué à U appliqué à XG, eh bien, R
appliqué à U appliqué à xg. Et puisque le degré de R est inférieur strictement à D, alors on a bien cet élément-là appartenant à un vecteur de xg jusqu'à U à la puissance d-1 appliqué à xg. Et à la puissance d-1 appliqué à xg. Et donc, xg jusqu'à U à la puissance d-1 appliqué à xg est une base de Sxg et donc de E. Or, E est de dimension n et cette famille-là est de cardinal D. Donc, D est égal à n. Et donc, la famille xg jusqu'à U à la puissance n-1 appliquée à xg forme une base de E. Ainsi, l'endomorphisme U est cyclique par définition.